C'était vraiment stupéfiant. C'est quelque chose qui vous marque. Ça nous est tombé dessus. Je n'avais jamais rien vu de pareil et je ne tiens pas à le revivre. On a filmé une brune, elle traversait la pièce à toute vitesse, ça m'a fait froid dans le dos. J'avais eu la sensation que quelqu'un me touchait les cheveux. J'étais mort de peur. Brian avait l'air terrifié. Un cendrier venait d'exploser. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était insensé. Mon deuxième fils est arrivé en courant dans la chambre. Il était complètement affolé. Je n'avais jamais rien vu d'aussi terrifiant. Il est apparu au bout de quelques secondes seulement. Je n'en croyais pas mes yeux. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans le bar. Mon histoire de fantôme a commencé le jour où j'ai ouvert un bar, en août 2009. En tout, le bar a été détenu par 5 propriétaires différents. Je suis le 5e à diriger cet établissement. Avant, le bar s'appelait Backdoor et il appartenait à un homme prénommé Hal. Un soir, Hal avait décidé qu'il en avait assez. On avait entendu toutes sortes d'histoires. Apparemment, ce soir-là, Hal était allé dîner dans le restaurant voisin. Il avait mangé et après son repas, il était revenu au bar, avait mis un revolver sur sa tempe et s'était tiré une balle dans la tête. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce bar, un ami m'a appelé et m'a dit qu'il était disponible. Je m'étais alors rendu sur les lieux. Le bar était fermé, mais à l'intérieur, tout était en place, comme pour une soirée. Les jeux vidéo fonctionnaient, on entendait même de la musique. Le jukebox hurlait. Le bar dégageait quelque chose d'étrange, mais je n'y ai pas tellement fait attention sur le coup. Ensuite, les rénovations ont commencé et j'ai tout de suite eu la sensation d'être observé. Cet endroit me mettait très mal à l'aise. J'avais l'impression de toucher aux affaires de quelqu'un d'autre. 2 ou 3 mois plus tard, ma tante Renée a commencé à ressentir des choses bizarres. Cela fait quelques années qu'elle travaille comme barmaid pour moi. La première fois que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, j'étais en train d'ouvrir le bar. Je suis entrée et l'atmosphère m'a paru très pesante. J'ai eu comme une sensation d'oppression dans la poitrine. J'avais du mal à respirer. Je me suis sentie très abattue tout à coup, sans raison apparente. Puis ça s'est transformé en un sentiment de tristesse. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Alors j'en ai parlé à James et il m'a répondu qu'il avait ressenti la même chose ce jour-là. Un soir, alors qu'on fermait le bar, j'ai lancé « Vous pourriez peut-être nous donner un coup de main ?» en m'adressant aux esprits. Dans le bar se trouve une machine à glaçons sur laquelle était posée une grosse pelle à glace. À ce moment-là, la pelle a volé dans les airs et elle a atterri 1,50 m plus loin dans le couloir, en heurtant le mur. Ces énormes pelles pèsent leur poids, elles sont lourdes et très solides. Sans qu'on sache pourquoi, la nôtre avait volé à travers le couloir. Naturellement, on s'est précipité pour voir ce qui s'était passé. Ça m'a fait très peur. Après cet incident, j'ai installé plusieurs caméras. Les caméras étaient reliées à un enregistreur vidéo numérique. Je les avais mises en mode détection de mouvement. Par conséquent, s'il ne se passait rien, ça n'enregistrait pas. Normalement, je devais pouvoir enregistrer pendant 7 jours, mais ça n'a pas dépassé 3 ou 4 jours. En fait, je me suis aperçu que ça enregistrait la nuit. J'ai eu envie de savoir ce qui se passait la nuit et qui prenait toute la mémoire de l'enregistreur. J'ai donc commencé à visionner les images. J'ai choisi un passage au hasard et c'est là que j'ai vu le premier orbe. Il est apparu au bout de quelques secondes seulement. Au début, j'ai cru que c'était de la poussière. Mais la poussière ne dévie pas de sa trajectoire. Elle ne pense pas. Cette chose traversait la pièce, suspendue dans les airs, et changeait de direction. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était insensé.
Quelque temps après, on a organisé une fête au bar. À la fin de la soirée, ça a été le moment des photos. On a pris une première photo, puis au moment où on a voulu en prendre une deuxième, on a dit en plaisantant « Al, viens donc te joindre à nous pour la photo ». Ensuite, on a regardé le résultat. Sur la deuxième photo, on a aperçu quelque chose au-dessus de ma tête. Il était juste au-dessus de la tête de James. L'esprit d'Al était là, sur la photo, avec nous. Ça m'a terrifié. Rien de ce que j'avais entendu ou ressenti ne m'a donné des frissons comme cette photo. C'est à cet instant que j'ai compris qu'il y avait un lien entre les phénomènes dont on avait fait l'expérience et l'ancien propriétaire du bar. On ne pensait pas qu'on était réellement en danger dans le bar, jusqu'au jour de l'incident de René dans les toilettes. C'était un samedi soir. James était aux platines. J'ai fait une petite pause pour aller aux toilettes. Au moment où j'ai voulu sortir de la cabine, alors que j'ouvrais la porte avec la main, j'ai senti quelque chose derrière moi me pousser contre le mur qui se trouve juste en face de la cabine. Ça m'a fait un bleu sur le front. René est sortie des toilettes. Elle avait l'air terrorisée. Elle était livide. Elle m'a dit « Quelque chose m'a poussé. Mais ce n'était pas des mains. C'était comme une force. Elle m'a précipité contre le mur. » Après cet incident, j'étais bouleversée. J'ignorais ce qui avait fait ça, mais je sentais que cette chose était furieuse. C'est l'expérience la plus terrifiante que j'ai vécue. Un soir, quelques semaines plus tard, j'ai raccompagné un client jusqu'à la porte. Ma barmaid nettoyait le bar. Tout à coup, alors que je rentrais à l'intérieur, on a entendu une explosion. Un grand bruit de verre qui volait en éclats. On s'est dit que peut-être un verre était tombé. Mais la barmaid a expliqué qu'un cendrier venait d'exploser. Je lui ai répondu. Quoi? Mais non, un cendrier n'éclate pas comme ça. J'ai alors eu l'idée d'aller à l'arrière du bar pour jeter un œil à la vidéo. J'ai regardé les images. J'ai vu un orbe se diriger très nettement vers le cendrier. Et c'est à ce moment-là que le cendrier explose. J'ai eu très peur parce qu'on avait déjà filmé des orbes. Mais on n'avait encore jamais vu un orbe s'en prendre directement à un objet. James m'a montré des images. Le cendrier avait volé en éclats. Il avait littéralement explosé. C'était très violent. Cette fois, ce n'était plus à un simple esprit qu'on avait affaire, mais à quelque chose d'agressif. Cette chose pouvait nous faire du mal. Il y a une zone près de l'endroit où le cendrier a éclaté, où il fait très froid. À cet endroit, vous sentez vos cheveux se dresser sur votre nuque. Vous avez la chair de poule. Vous frissonnez. C'est là qu'Al s'asseyait. L'esprit d'Al est toujours présent dans le bar. J'ai senti la présence d'une chose que je suis incapable d'expliquer, mais je sais qu'elle est là. Elle est présente sur les photos, sur les vidéos. Elle s'en prend à nous. Ce ne sont pas des idées que je me fais, c'est bien réel. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Je pense qu'il vaudrait mieux pour moi, d'un point de vue psychologique ou émotionnel, que je ne travaille plus au bar. Mais James est mon neveu, il fait partie de ma famille, et c'est pour ça que je reste. J'ai l'impression d'agir comme une sorte de paratonnerre quand je suis dans le bar. Tous les jours, je suis frappé par des énergies, du matin au soir. Et ça devient très vite épuisant. J'envisage de revendre le bar. Je pense y avoir passé suffisamment de temps, et c'en est fini pour moi. Un orbe, de la taille d'un ballon de volley, apparaissait, puis il s'arrêtait. C'était hallucinant. Mon histoire de fantôme a commencé à Chicago, dans l'Illinois. J'étais étudiant, et le théâtre faisait partie d'un documentaire que j'étais en train de tourner. Je ne croyais pas tellement aux fantômes. C'était pour moi que je faisais ce documentaire. J'avais envie de voir ce que c'était que d'enquêter sur les phénomènes paranormaux. Je voulais savoir comment les enquêteurs procédaient et montrer les aspects scientifiques de leur démarche. Le documentaire portait sur Dave Olson. Dave avait fait des recherches sur cet endroit et il avait accepté de nous aider.
J'avais monté une équipe par le biais de la fac. Sam en faisait partie. J'avais déjà travaillé avec Brian sur des documentaires et des films indépendants. Je n'y connaissais pas grand-chose en fantôme, mais je me suis dit pourquoi pas. Le théâtre est vraiment magnifique. Il y a quelque chose de désuet. Le bâtiment a près d'un siècle. Il servait de salle de cinéma. Mais il n'est pas très accueillant. On entend des grincements. Il y a beaucoup de couloirs sombres, d'escaliers qui ne mènent nulle part. On se demande ce que les murs nous raconteraient s'ils pouvaient parler. C'est franchement sinistre. Les enquêteurs en paranormal ont installé leur matériel et ont parcouru les lieux pour décider de ce qu'on allait filmer. Il nous a fallu quelques heures pour tout mettre en place, puis on a éteint les lumières. Quand les lumières se sont éteintes, tout est devenu mystérieux. Il régnait une atmosphère étrange. On avait l'impression d'être observé. On a décidé de mener un peu l'enquête de notre côté. Sam et moi sommes montés sur la scène, sur laquelle se trouvait un escalier qui menait à une passerelle. Sam avait la caméra à la main, et je le suivais avec un enregistreur audio. On a commencé à monter les marches. On savait que ce n'était peut-être pas une bonne idée de s'engager sur cet escalier. C'était un escalier très étroit en colimaçon. Il y avait l'équivalent de 4 étages. On avait fait à peu près le quart de la montée quand j'ai entendu une petite fille pleurer. Je me suis arrêté et j'ai demandé à Sam s'il l'avait entendu. « Tu n'as pas entendu des pleurs? Je suis sérieux. » J'ai senti mon estomac se nouer. On l'avait entendu tous les deux. Quand on pense à des enfants, on pense innocence et gaieté. Quand j'ai entendu la voix de cette petite fille, j'ai eu la sensation désagréable qu'on n'était pas seul sur cette scène. Ça m'a donné la chair de poule. On a attendu un moment, tendu l'oreille. Tout était silencieux. Alors on s'est dit qu'on allait continuer à monter un peu. Je me suis tout de suite immobilisé. Sam s'est arrêté exactement au même moment. Tous les deux, on a entendu une musique jouer tout bas. C'est quoi ça? J'entends de la musique. Ouais, moi aussi, justement. Ça nous a pétrifiés. On savait qu'il fallait qu'on redescende. J'étais terrorisé. La vache, je viens de voir un truc passer. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à une ombre traverser de l'autre côté de la scène à toute vitesse. Brian avait l'air terrifié. J'avais entendu la voix d'une petite fille et aperçu son ombre. Il se passait quelque chose dans ce théâtre. L'expression sur son visage en disait suffisamment long. Quelque chose avait bel et bien traversé. À ce moment-là, j'étais mort de trouille. Je ne suis pas du genre à avoir peur du noir. Depuis tout petit, je raffole des histoires d'épouvante. Mais cette expérience rendait plus réels les films d'horreur que j'avais vus dans mon enfance. Cette fois, je ne pouvais pas appuyer sur pause, je ne pouvais pas arrêter le film. C'était bien réel, ça se passait pour de vrai. En aucun cas, on était les bienvenus sur cet escalier. On est redescendu. J'étais prêt à quitter le théâtre. Mais on avait juste 1 heure de tournage. Et je savais qu'il me fallait un peu plus de matière. Un peu plus tôt, on avait interrogé une médium. Elle nous avait appris qu'une petite fille était morte au niveau de la passerelle. Il y avait de quoi se poser des questions. On se demandait ce qui se passait. Quelqu'un essayait peut-être de nous parler. C'était sérieux. J'avais l'impression de vivre un vrai film d'horreur. Le Congress Theater est un ancien cinéma. Il pouvait accueillir 2500 personnes. Depuis une pièce située au-dessus du balcon, le projectionniste passait les films sur l'écran géant. Il travaillait dans une cabine qui lui était réservée et dans laquelle se trouvait le projecteur. Le projectionniste était mort dans cette pièce. On est monté dans la cabine de projection. On a franchi le seuil de la porte et on s'est tout de suite sentis comme des intrus. J'ai demandé à Brian, « Tu ne trouves pas qu'il fait froid ici ?» Il m'a répondu que si. Dans le coin de la cabine, on a aperçu un fauteuil. La médium qui avait fait le tour du bâtiment nous avait dit que le projectionniste était toujours là-haut et qu'il avait un fauteuil préféré. Je me suis dit que c'était l'occasion idéale de le vérifier et de voir ce qui allait se passer. Je me suis donc assis dans le fauteuil du projectionniste. Au bout de quelques minutes à peine, j'ai eu la sensation qu'une main passait sur mes cheveux. On aurait dit une araignée.
Brian a porté la main à sa nuque. Il a demandé « C'était quoi ça ?» Quand j'ai senti ça, je me suis tout de suite levé du fauteuil. Il s'est mis à arpenter la pièce. Il était terrifié. J'étais mort de peur. J'avais eu la sensation que quelqu'un me touchait les cheveux. On a compris qu'on n'avait rien à faire dans cette pièce. On vous raconte qu'il y a peut-être une présence dans une pièce. Vous voulez vérifier cette hypothèse et vous sentez quelqu'un vous toucher? Je commençais à y croire aux fantômes. Après ça, on est sorti et d'un seul coup, il a fait moins froid. Je pense que l'esprit du projectionniste a fait comprendre à Brian qu'il fallait qu'on s'en aille. Les enquêteurs qui étaient avec nous avaient capté des PVE pendant qu'on était là-haut. Une voix disait « Allez-vous-en ». J'avais nettement senti qu'on n'était pas les bienvenus. Quand j'ai entendu l'enregistrement, ça m'a laissé sans voix. Je n'en croyais pas mes oreilles. On avait installé des caméras un peu partout dans le théâtre. Il y en avait qu'on portait à la main et d'autres qui étaient fixes, à vision nocturne et à spectre complet pour filmer dans le noir. On en avait placé 2 au niveau du balcon. L'une des 2 était braquée sur le couloir du balcon qui menait au siège. L'autre était dirigée vers les sièges. Elles avaient tourné toute la nuit. Quand j'ai regardé les vidéos, j'ai eu du mal à le croire. On voyait des orbes surgir de derrière les sièges et s'élever dans différentes directions, exactement devant la fenêtre de la cabine de projection. On était à Chicago au mois de mars, alors les insectes n'y étaient pour rien. On ne pouvait pas mettre ça sur le compte de la poussière. On aurait dit des étincelles. Les points lumineux montaient et sortaient du champ de la caméra. On se demandait s'il n'y avait pas un esprit assis sur ces sièges. C'était peut-être le projectionniste qui errait sur le balcon. Ensuite, on a regardé les images filmées par la caméra du couloir. Un orbe de la taille d'un ballon de volley apparaissait, puis il s'arrêtait et il sortait du champ. Pour vous donner une idée, ce truc m'a fait penser à Bouffetou dans SOS Fantôme. On aurait dit quelque chose de gélatineux. C'était hallucinant. Bien entendu, ça s'était produit juste à côté de la cabine de projection. Il n'y a qu'un mot pour qualifier de tel phénomène. C'est paranormal. On a terminé l'enquête autour de 4h30 du matin. J'ai eu beaucoup de mal à dormir. Des tas d'images se bousculaient dans ma tête. Je revoyais l'escalier et cette ombre. La vache, je viens de voir un truc passer. Ça me hantait. C'est à partir de cette nuit passée au Congress Theater que j'ai commencé à croire aux fantômes. Ça a été l'un des épisodes les plus effrayants de ma vie. Plus que jamais, depuis cette expérience, je crois aux phénomènes paranormaux. J'ai vu, entendu, senti des choses qui ne sont clairement pas de ce monde. Mon fils est arrivé en courant dans la chambre. Il m'a dit « Maman, quelque chose vient de me griffer ». Je n'avais jamais rien vu d'aussi terrifiant. Mon histoire de fantôme a commencé le jour où j'ai emménagé à Spokane, dans l'État de Washington. Mon oncle avait une maison et il m'a demandé si elle nous intéressait. Alors, on a décidé de l'acheter. Quand on a emménagé, j'étais enceinte. Comme j'avais très souvent des nausées matinales, je restais au lit et j'entendais des bruits de pas à l'étage. Mon mari me disait qu'il entendait marcher de temps à autre, mais j'étais la seule à vraiment entendre quelque chose. J'ai mis ça sur le compte du fait que c'était une vieille maison. Notre première véritable expérience paranormale dans la maison a eu lieu alors que mon mari et moi étions en train de dormir. On a entendu un grand bruit. On aurait dit que quelque chose de lourd était tombé. Mon fils Tommy est arrivé en courant dans la chambre. Il était complètement affolé. Il hurlait, il était en larmes. Il nous a dit « J'étais dans ma chambre et j'ai vu la porte s'ouvrir toute seule. » Il a ajouté qu'il avait vu une ombre s'avancer près de son lit et que cette chose lui avait frotté la jambe. Il était allé jeter un œil au bas de son lit superposé
mais il n'y avait personne. Mon mari et moi lui avons répondu qu'il fallait qu'il arrête les films d'horreur, qu'il se faisait peur tout seul. Ma fille Taylor aime beaucoup danser. Très souvent, elle met de la musique et elle exécute ses chorégraphies dans le salon pendant que je la filme. Un jour, on a remarqué des orbes qui volaient autour d'elle. Au début, on s'est demandé si ce n'était pas des grains de poussière. Ils apparaissaient, tournaient autour d'elle et montaient en l'air. L'un d'eux prenait forme au niveau du sol et s'élevait à toute vitesse. La poussière ne forme pas des sphères et ne vole pas dans les airs comme ça. Je ne sais pas ce que c'est un orbe. Je ne sais pas s'il s'agit d'un esprit. Ça me semble être une sorte d'énergie. Un soir, Jayden m'a appelé et m'a dit « Maman, quelque chose vient de me griffer ». Au début, je ne l'ai pas cru. Puis il s'est retourné, a soulevé son t-shirt et effectivement, il y avait 4 marques au milieu de son dos. Elles étaient rouges vifs. J'ai commencé à prendre des photos et c'est là que j'ai remarqué d'autres éraflures sur son omoplate. Elles étaient très rouges et elles étaient en train de s'estomper. Je pense qu'un esprit avait essayé d'attirer son attention. Je n'avais jamais rien vu d'aussi terrifiant. Après ça, on a décidé de contacter l'équipe d'enquêteurs en paranormal de Spokane pour qu'ils viennent inspecter la maison et voir s'ils trouvaient quelque chose. On avait besoin de leur aide parce qu'on commençait à manquer sérieusement de sommeil. Notre groupe a pour mission d'enquêter lorsque quelqu'un relève une activité paranormale. Notre but n'est pas de trouver des fantômes, mais de prouver que ces lieux abritent une présence. Dès que je suis entré, j'ai eu la sensation qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette maison. Mais je ne savais pas encore ce que c'était. On est allé dans la chambre du fond. April a installé un enregistreur vocal. On s'est assis sur le lit pour prendre quelques notes et il y a eu comme un cri. On aurait dit qu'un vieil homme à l'extérieur de la chambre, dans le couloir, avait crié le nom de ma femme. En réécoutant l'enregistrement, on s'est rendu compte qu'il y avait un PVE derrière la voix désincarnée. On ne l'avait pas entendu la première fois. On entendait « Je vais les tuer ». C'était très troublant parce que cette voix prononçait le nom de ma femme. Le PVE a suscité une certaine angoisse parmi nous, notamment chez April. Elle ne savait pas si la voix la menaçait directement. Quand j'ai entendu le PVE, ça m'a pétrifiée. Est-ce qu'on allait devoir déménager? Je ne voulais pas vivre avec quelque chose qui avait envie de nous tuer. Plus tard, on s'est assis dans le salon. J'avais une caméra à la main. J'ai tourné la caméra en direction d'Adam, qui était dans le fauteuil. J'ai crié « J'y crois pas !» J'ai aperçu la silhouette blanche d'un homme qui marchait. On s'est tout de suite précipité dans la chambre vers laquelle l'homme s'était dirigé. On a allumé la lumière, mais il n'y avait personne. La chambre était vide. Le lendemain, Brad m'a téléphoné. Il m'a dit « Est-ce que vous pourriez demander à Tommy de dessiner l'homme qu'il a vu ?» J'ai donc demandé à Tommy de le dessiner. Un peu plus tard dans la journée, Brad est venu chez nous. Il avait apporté la notice nécrologique de l'homme qui avait acheté la maison après sa construction. Il nous a montré la photo. La ressemblance avec le dessin de mon fils était saisissante. Trina m'a montré le dessin. C'était incroyable. La photo et le dessin étaient quasiment identiques. Cet homme avait été enseignant, il avait eu des enfants. Curieusement, il avait eu un fils prénommé Tommy. L'esprit est dans la maison parce que cet homme y a vécu. Dans l'article, on lisait que l'homme était décédé à 23 décembre et notre première expérience avait eu lieu vers la fin du mois de décembre. Ça m'a fait un choc. L'esprit que j'ai aperçu dans cette maison est celui de Duane Earl Greer. Maintenant que Brad est venu enquêter et qu'il a vu les mêmes choses que nous, je suis un peu moins réticente à l'idée de raconter mon histoire. C'est le genre de choses qui vous fait croire à une vie après la mort. Quand on pense à l'apparition que j'ai vue, au PVE qu'on a capté, à tout ce dont les membres de la famille ont été témoins, c'est impossible que cet endroit ne soit pas hanté.
On a aperçu une forme au bout du chemin. D'autres formes s'en échappaient, tournoyaient autour d'elle, et elle bougeait toute seule. Ron a dit, elle est en train de nous suivre, elle veut qu'on s'en aille. Il fallait que je quitte cet endroit au plus vite. Mon histoire de fantôme a commencé le jour où j'ai visité le cimetière de la ville d'Oswego dans l'Illinois. Cela faisait de nombreuses années que j'exerçais le métier de médium et je m'étais toujours demandé, que ce soit dans des cimetières ou dans des lieux historiques, ce qui arrivait aux personnes qui y reposaient. J'ai rencontré Ron il y a 7 ou 8 ans. Nos fils faisaient du sport ensemble à Oswego. Après les compétitions, John venait dîner à la maison et nos fils passaient du temps ensemble. On commençait à bien se connaître et un jour je me suis dit qu'il était temps que je montre à John en quoi consistait mon travail. Un jour, il m'a annoncé de but en blanc qu'il était médium. Ça ne m'a fait ni chaud ni froid, j'ai dit « Ok, super ». J'avais l'habitude de me rendre dans les cimetières. J'ai pensé que l'expérience lui plairait. Je ne voulais pas le laisser y aller seul, alors j'ai accepté de l'accompagner. On est donc allé jusqu'au cimetière, et avant d'entrer, Ron s'est arrêté. Je m'arrête toujours devant les grilles. Je réfléchis à la raison pour laquelle on est venu et à ce qu'on va faire. Un cimetière est un endroit où reposent des êtres chers. C'est un lieu profondément spirituel. Puis il s'est ressaisi et il m'a dit qu'il était prêt. On est alors entré dans le cimetière d'Oswego. Comme je savais que ce n'était pas la première fois que Ron faisait ça, j'avais envie de voir des orbes. C'est ce qui m'intéressait. Ron semblait avoir un autre objectif en tête. Il disait des choses du type « Il y a des gens ici ». Il les entendait, mais il ne voulait pas me faire part de ce qu'il disait. Un certain temps s'est écoulé et on a fini par faire tout le tour du cimetière. De mon côté, j'espérais toujours voir des orbes. Ron a pris quelques photos avec son appareil, puis on s'est dirigé vers la sortie. Et en approchant de l'entrée principale, on a aperçu une forme au bout du chemin. Ça bougeait. On aurait dit une masse qui commençait à se former. À ce moment-là, j'ai décidé de prendre des photos. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui allait se passer. On aurait dit un nuage ou de la brume. Ça paraissait vivant. Ça ressemblait à une énergie spirituelle. Je l'ai prise en photo. Quand vous êtes témoin de ce type de phénomène, vous savez que quelque chose est en train de se passer. C'était très étrange. J'avais peur, mais surtout j'étais très impressionné. Je me demandais ce qu'était cette forme et ce qu'elle faisait là. Sur l'une des photos que j'ai prises, on aperçoit la masse d'énergie à gauche de l'arbre. J'ai remarqué qu'elle était presque aussi grosse que la Lune, mais ce n'était pas du tout la Lune. En réalité, c'était un orbe de très grande taille. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Ensuite, Ron et moi avons continué à nous diriger vers la sortie. On s'est arrêté à mi-chemin à 30 ou 40 mètres des grilles. Tout à coup, j'ai entendu prononcer des mots qui m'ont semblé tellement réels. La voix disait « Je vais te montrer quelque chose que tu n'es pas prêt d'oublier ». Ça m'a glacé le sang. J'ai dit à John « J'ai entendu quelque chose ». J'ai alors levé mon appareil photo et en une fraction de seconde, en un clin d'œil, cette chose nous est arrivée dessus. Elle a parcouru le chemin à la vitesse de l'éclair. Ron l'a photographiée. Le flash de son appareil s'est déclenché et c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte de la taille qu'elle faisait. Elle était gigantesque. D'autres formes s'en échappaient, tournoyaient autour d'elle et elle bougeait toute seule. Ron a dit, elle est en train de nous suivre, elle veut qu'on s'en aille. Je tremblais de tout mon corps. À ce moment précis, en voyant une telle masse d'énergie spirituelle juste devant moi, j'ai eu la sensation de ne plus du tout savoir où j'en étais. Je n'en pouvais plus. Il fallait que je quitte cet endroit au plus vite. Ron est parti en courant et je suis resté seul. Je me disais, oh mon Dieu, John est resté là-bas. Il est resté figé face à cette chose. Elle était toujours devant moi et j'étais toujours très impressionné, mais je m'inquiétais pour mon ami. Je me suis retourné très lentement, je suis resté immobile pendant 10 ou 15 secondes, puis je suis sorti. J'ai vu Ron s'écrouler, les mains sur les genoux. Il avait couru et il était à bout de souffle. Je lui ai dit, John, j'ai pris cette chose en photo, je l'ai sur mon appareil. Après ça, on est rentré chez moi pour voir ce que j'avais réellement photographié dans le cimetière ce soir-là. Je n'en croyais pas mes yeux.
On pourrait croire que c'est du brouillard ou de la brume qui envahit le cimetière. Je savais que ce n'était pas du brouillard ni de la brume. Cette chose avait une profondeur, une taille. Ce soir-là, il n'y avait pas de vent. Le ciel était dégagé et il faisait sec. Après avoir vu cette photo, John n'était plus le même. J'ai accompagné Ron dans d'autres cimetières par la suite. Et j'ai vu des orbes ou des points lumineux, mais je n'ai jamais été de nouveau témoin de quoi que ce soit de cette taille. C'était vraiment stupéfiant. C'est quelque chose qui vous marque. Une chose pareille, ça ne s'oublie pas. Je ne tiens pas à recommencer. Je n'ai jamais remis les pieds dans ce cimetière. 2 ans après qu'on y soit allé et qu'on ait vu cet esprit, Ron m'a raconté qu'il avait fini par y retourner. Quand je suis arrivé devant les grilles, à nouveau j'ai entendu cette voix. Elle m'a dit « Tu es venu prendre des photos pour nous exploiter, pour dire à tout le monde ce qui se passe ici. » J'ai répondu que non, que j'étais venu pour établir un contact avec le passé, avec les personnes qui reposaient là. Sur ces mots, j'ai fait demi-tour et je me suis éloigné du cimetière. J'ai parcouru 5 ou 6 mètres. Puis la voix m'a parlé une nouvelle fois pour me dire « Ron, attends ». Je me suis brusquement arrêté. L'homme a ajouté « Je m'appelle Michael ». Ensuite, Michael m'a fait voir ce qui arrive aux personnes qui reposent dans le cimetière. Il m'a montré un couple, un homme et une femme, qui par la pensée se donnaient la main et qui flottaient dans les airs et quittaient le cimetière. D'une certaine manière, Ron avait eu la confirmation qu'il n'était pas venu dans ce cimetière par hasard. Il avait peut-être enfin obtenu la preuve qu'il cherchait. Une fois encore, dans ce cimetière, j'avais été témoin de quelque chose qui avait changé ma vie. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Michael si je pouvais le prendre en photo. Il m'a répondu « Oui, me voici ». Je suis rentré chez moi et j'ai examiné la photo. C'était exactement ce que j'avais vu de mes propres yeux, exactement ce que Michael m'avait montré. Quand Ron m'a parlé de Michael, je ne l'ai pas cru. Alors il m'a montré une photo. La brume représente l'esprit de Michael. Et selon moi, les 2 orbes, ce sont des personnes qui se tenaient la main par la pensée. Quand j'ai vu ça, je suis resté stupéfait. Jamais de ma vie je n'oublierai cela. Je pense que tout ce dont j'ai été témoin au cimetière d'Oswego fait partie intégrante de mon apprentissage. Grâce à Michael, j'ai trouvé une réponse à ma question. J'ai toujours cru qu'il y avait une vie après la mort, mais je n'en avais jamais fait l'expérience. Pour moi, le fait d'avoir vu ces choses-là et d'avoir assisté à ces phénomènes avec Ron, tout cela ne fait que confirmer qu'après la mort, nous allons ailleurs. On pense avoir pris l'esprit en photo. Sur une photo, on apercevait le visage d'une femme dans le miroir. Ça m'a terrorisée. Mon histoire de fantôme commence le jour où j'ai acheté un magasin d'antiquités hanté à Charleroi, en Pennsylvanie. On a acheté le magasin il y a 5 ans et on en a fait une boutique d'antiquités. J'avais discuté avec un homme et son épouse. Lui m'avait appris que son oncle avait été propriétaire des lieux et qu'il y avait eu une chambre funéraire à cet endroit. Le magasin comprend 2 bâtiments. L'un est très ancien et date du début du XXe siècle. Le deuxième est vieux lui aussi, mais il a été rénové. Lorsqu'on s'enfonce dans la boutique, on arrive dans une pièce pleine d'outils. C'est la partie la plus ancienne du bâtiment. Ces outils font froid dans le dos. Quand on monte les escaliers, dès qu'on arrive en haut des marches, on a la sensation d'entrer dans une autre dimension. Tout est très vieux, rustique, et il y a ces lanternes. Des centaines de lanternes suspendues au plafond. Le magasin est immense et il est rempli de quantités d'objets anciens, de souvenirs. On vend de tout, de la verrerie, des meubles, des bijoux, toutes sortes d'articles.
L'activité dans le magasin se concentrait principalement au premier étage. On avait perçu toutes sortes de bruits. On entendait les meubles traîner sur le sol, ou bien un enfant qui courait d'un bout à l'autre de l'étage. 2 adolescentes étaient venues au magasin un jour. Elles avaient aperçu une petite fille en haut. Je leur avais répondu qu'il n'y avait pas de petite fille. Et l'une d'elles me l'avait décrite. Elle portait une longue robe blanche à volants et elle avait un ruban blanc dans les cheveux. On pense qu'il s'agit de la petite fille qui se trouve sur la photo accrochée au mur. J'ai fait quelques recherches et apparemment, un jour, un petit garçon avait été heurté par l'un des tramways. Il avait été transporté dans le bâtiment et c'est là qu'il était mort. Je pense qu'il fait partie des lieux. Le petit garçon doit aimer tout particulièrement la pièce dans laquelle il y a des livres. Il y a notamment un livre sur les camions de pompiers. Et il m'est arrivé de retrouver ce livre ouvert, par terre. Pourtant, il était bien rangé sur l'étagère et le magasin était fermé. L'esprit dont on ressent le plus la présence dans la boutique est celui de Clara Friedman. Clara Friedman avait été propriétaire du magasin. Au départ, c'est son oncle, Samuel Friedman, qui était propriétaire. Et à la mort de celui-ci, sa nièce, Clara, en avait hérité. Clara était d'origine autrichienne. Si l'on en croit les habitants de la ville, c'était une femme solitaire qui restait à l'écart et qui s'asseyait souvent derrière sa fenêtre pour observer les gens. Clara était morte dans le bâtiment, mais son corps n'avait été découvert que 3 semaines plus tard. De toutes les pièces du premier étage, c'est toujours sa chambre qui est la moins froide. Je m'y sens très à l'aise. Je sais toujours où elle se trouve, parce qu'en général, l'air se refroidit et je sens comme des aiguilles me piquer le bras. Quand Clara est près de moi, je le sens. Comme l'activité était très forte, j'ai voulu savoir ce qui se passait. J'ai donc contacté Chris DeRich. On est arrivé un soir après la fermeture du magasin. On a d'abord installé nos caméras, tout notre matériel, puis l'enquête a commencé dans la boutique. Pendant la nuit, on a entendu toutes sortes de bruits inexpliqués. Des coups, des grincements, des bruits de pas traînants, comme si quelqu'un marchait sur un plancher. Ce n'est pas nous qui faisions ces bruits, et pourtant, on était seuls dans le bâtiment. Mon fils et ma belle-fille habitaient un appartement situé au-dessus du magasin. Et une nuit, ma belle-fille avait entendu marcher dans le couloir. Mais la porte d'entrée en bas était toujours fermée à clé. Elle avait pris des photos. Ma petite fille était sur son lit et sur la photo prise par sa mère, on aperçoit une brume blanchâtre au-dessus d'elle. Sur l'une des photos, on discerne une masse brumeuse assez grande. On dirait qu'elle flotte au-dessus de la fillette. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que c'est, mais ça pourrait être quelque chose de type paranormal. Rien dans la chambre ne semblait pouvoir causer cela naturellement. Est-ce que c'était un reflet? Y avait-il un miroir? Non, absolument pas. Si ce n'est pas paranormal, alors je ne vois pas. Plus tard dans la nuit, toute l'équipe était réunie dans la même pièce et on pense avoir pris Clara Friedman en photo. Sur une photo prise par le groupe d'enquêteurs, on apercevait le visage d'une femme dans le miroir. On devine un nez et une bouche. On distingue aussi partiellement des yeux. Ça m'a terrorisée. Il est fort possible que ce soit Clara Friedman. Chris avait un appareil pour communiquer avec les fantômes. À un moment, il a capté une voix qui disait « démon ». On percevait nettement le mot « démon ». On commençait vraiment à se demander à quoi on avait affaire. Ça m'a fait froid dans le dos.
Un peu plus tard, on a filmé une brume avec l'une de nos caméras infrarouges dans la salle de jeu au premier étage. Elle traversait la pièce en allant très vite. C'était un mouvement délibéré. Elle traversait à toute vitesse, d'un air décidé. Il n'y avait aucun courant d'air dans la pièce susceptible de provoquer cela. C'est précisément là qu'on m'a signalé la présence de la petite fille. Plusieurs personnes ont aperçu sa silhouette. Elle avait l'apparence d'une petite fille normale. Je suis convaincue que ce qu'ils ont filmé est l'esprit de la petite fille. Après avoir pris en compte tout ce dont on a été témoin au cours de l'enquête et examiné tous les éléments recueillis, je peux clairement affirmer que pour rien au monde, je ne voudrais passer une nuit seule dans ce magasin d'antiquités. Quand je repense à tous ces phénomènes qui se sont produits, à toutes les preuves qui ont été rassemblées, cette forme au-dessus de ma petite fille, le PVE, cette brume, ça ne laisse aucun doute. Personne ne pourra me faire croire que les esprits n'existent pas.